Bonjour à tous, moi je m'appelle Arnaud et je vais vous parler de projet Loom. Donc le projet Loom, c'est un projet de l'OpenJDK qui a pour objectif d'apporter dans le langage Java des mécanismes de concurrence légers et des nouveaux modèles de programmation. Donc on verra dans 5 minutes ce que ça veut dire. Mais si on fait un petit état des lieux, aujourd'hui quand on veut écrire du code concurrent sur la JVM, en Java en particulier, on va pouvoir ranger notre code dans 3 grandes catégories. On va avoir du code synchrone, qui est souvent synonyme de code bloquant, du code asynchrone qui va pouvoir être non bloquant, et du code réactif. Donc si on commence avec le code synchrone, le gros avantage que ça a, c'est que c'est du code qui est hyper facile à écrire, facile à comprendre et facile à maintenir. C'est séquentiel, a priori on comprend assez rapidement ce qui se passe. Le problème, c'est que, à cause de ces fameux appels d'entrée-sortie bloquants, on va rapidement rentrer dans un mode qui s'appelle un thread par connexion. Et donc ça va de fait limiter notre capacité à gérer un grand nombre de connexions concurrentes de par l'espace, le volume mémoire qui va être utilisé par nos kernel threads et par les cycles CPU qu'on va gaspiller en context switching ou en cache miss lorsqu'on va vouloir passer de l'exécution d'un thread à un autre. Donc, en programmation asynchrone, on va plutôt essayer de multiplexer le nombre de connexions qu'on va vouloir traiter sur un petit nombre de threads. Donc on va avoir recours à des API d'exécuteur service auxquels on va donner des tâches à exécuter, donc sous forme de runnable. Derrière l'exécuteur service va être une API qui va encapsuler un thread pool et dans lequel chaque thread conceptuellement va exécuter la liste des tâches qu'on lui a données les unes après les autres. Donc dans ces runables qu'on va fournir à notre exécuteur service, on va essayer un maximum d'éviter justement de faire des appels bloquants pour ne pas se retrouver avec le même problème qu'on avait au départ. Et on va plutôt utiliser des API non bloquantes. Donc par exemple, pour faire un appel réseau, au lieu d'utiliser l'API HTTP URL Connection, je vais plutôt passer par des socket channels. Donc là, en l'occurrence, pour le petit exemple, un asynchronous socket channel du package Java NIO. Donc le problème avec ces API-là, c'est qu'elles sont assez bas niveau. On ne va pas vouloir systématiquement travailler au niveau de la couche TCP, etc. pour avoir des clients HTTP. Donc on va plutôt, en tant que développeur d'application, s'appuyer sur des librairies qui sont déjà optimisées pour faire tout ce travail pour nous, notamment Netty, qui se base sur des appels asynchrones, notamment l'API système ePOL ou les équivalents sur d'autres OS, et un pattern d'event loop. Donc ça c'est parfait parce que ça nous permet de mieux optimiser l'utilisation des ressources matérielles qu'on fait, sauf que ça a un défaut, c'est que ça nous oblige à écrire du code asynchrone. Donc ça veut dire que ça va nous obliger à découper notre logique métier et à en donner certains morceaux à exécuter sous forme de callback à des opérations asynchrones. Donc ça devient, c'est assez facilement gérable quand on a un ou deux appels asynchrones, mais ça devient compliqué quand on a 3, 4, 5, voire plus appels asynchrones imbriqués et qu'on a besoin de garder des références à des tâches qui sont en train d'exécuter parce qu'on a des tâches qui sont interdépendantes. Donc heureusement, depuis quelques années, on a l'arrivée d'API réactives via la spécification des Reactive Streams qui va nous apporter du coup une API déclarative fonctionnelle qui va encapsuler ces appels asynchrones et nous permettre d'avoir une API où en fait on va pouvoir enchaîner nos opérateurs. Et ça marche bien par expérience quand on a des opérateurs qui s'enchaînent de façon assez simple, mais quand on a besoin de faire quelque chose d'un tout petit peu compliqué ou qui sort de ce cadre-là, on se retrouve à avoir en fait notre logique métier qui peut être assez simple, à savoir une boucle de retry assez basique, qui va être encapsulée dans tout un tas de complexités accidentelles qui va émerger parce qu'on va devoir essayer de contourner les API qui sont disponibles. Donc on va se rendre compte en fait que la courbe d'apprentissage, elle est un tout petit peu plus raide que ce qu'on avait prévu. Mais ça va nécessiter un changement de mentalité. On va devoir réfléchir différemment à nos problèmes. Donc la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'il est possible d'écrire des programmes qui vont être efficients dans l'utilisation de leurs ressources, mais sans avoir à subir les problèmes du code asynchrone et sans avoir à switcher complètement de paradigme vers un modèle réactif. Donc ça c'est l'objectif du projet Loom, et pour résoudre ce problème, il propose d'apporter des user threads sur la JVM et sur Java. Donc des user threads, conceptuellement c'est la même chose qu'un kernel thread, c'est une séquence d'instructions qui vont s'exécuter avec leur pile d'appels. Sauf qu'ils vont avoir une empreinte mémoire qui est bien inférieure à celle des kernel threads,
Et on ne va pas avoir à subir un context switch à chaque fois qu'on va vouloir passer l'exécution d'un user thread à un autre. Donc comment est-ce qu'on va implémenter des user threads sur la JVM dans le cas de Loom? C'est via un concept qui s'appelle les continuations. Donc les continuations, vous pouvez imaginer ça dans la littérature, ils référencent ça comme, ils expliquent ça comme étant le reste de l'exécution d'un programme ou d'une routine. Donc vous pouvez imaginer que vous allez avoir dans votre code des instructions spéciales qui vont agir comme un portail, et vous allez pouvoir, dans une autre branche de votre code, franchir ce portail et revenir à l'exécution au niveau du point que vous aviez marqué. Donc, ça paraît peut-être un petit peu alien quand j'en parle comme ça, mais en fait, en réalité, vous le faites déjà. Quand vous utilisez des API asynchrones et que vous séparez votre logique métier en deux pour fournir le reste de l'exécution de votre programme sous forme d'un callback à une API asynchrone, eh bien, vous faites ce qu'on appelle du continuation passing style et vous le faites de façon explicite. D'accord ? Donc l'objectif de Loom, ça va être de vous permettre de faire ça de façon implicite, donc de pouvoir garder, encapsuler votre logique métier au sein d'un runnable ou d'une fonction, et d'avoir un support du JDK qui va s'occuper de faire le bookkeeping. Donc, ce que je trouve intéressant avec les continuations, c'est de voir comment on ferait nous pour les implémenter nous-mêmes, si on devait le faire à la main. Donc si je prends un petit exemple, celui d'un itérateur, je vais pouvoir l'implémenter sous forme d'une machine à état. Donc on imagine que dans mon itérateur, j'ai un état, donc il y a juste un entier, et à chaque fois qu'un client va appeler la méthode asNext, je vais lui renvoyer true tant que je n'ai pas atteint l'état terminal qui va être l'état 5. Okay. Donc, quand le code client entre guillemets, va venir appeler la méthode next sur mon itérateur, je vais consulter l'état de ma state machine. Dans l'état initial, je suis dans l'état 0. Donc la première chose que je fais, c'est incrémenter l'état pour passer dans l'état 1. Et je vais renvoyer un élément, par exemple la valeur A. Donc là, ce que je fais, c'est que de façon explicite, via l'instruction de return, je vais retransférer le contrôle au code qui m'avait appelé. Donc à celui qui est en train de manipuler l'itérateur. Et ça sera à lui de décider s'il veut continuer l'exécution ou pas. Donc il pourra par exemple faire un nouvel appel à asNext, et ensuite un nouvel appel à next, où on reprendra l'exécution, on fera un switch sur la variable state qui aura été passée à 1, et on passera donc dans le case 1. On va switcher l'état de notre state machine dans l'état 2, et on va retourner B. Et ainsi de suite, autant de fois qu'on a d'état dans notre state machine et que le code appelant va décider d'appeler next jusqu'à ce qu'on arrive à l'état terminal où on aura un return final. Donc là, c'est un exemple qui est assez basique, mais imaginez que dans l'état initial, vous ayez par exemple l'exécution de tout un tas d'instructions qui ont au sens pour votre métier. Et puis, au lieu de faire un return d'une valeur, vous allez vouloir par exemple appeler une API asynchrone. Et ce que vous allez faire, du coup, c'est que vous allez fournir, en tant que callback à cette API asynchrone, un runnable qui va venir juste réappeler la méthode next sur cette même state machine. Ce qui fait que vous allez réentrer dans l'état suivant avec le résultat de votre opération asynchrone. Donc ce qu'on a fait là avec cet exemple basique, c'est qu'en fait, on a réencapsulé des appels asynchrones dans une API qui est synchrone. Donc, le problème avec ces state machines, c'est que bon, c'est pas beaucoup plus facile à implémenter finalement que des callbacks imbriqués les uns dans les autres. Donc on va pas s'amuser à les écrire tout seul. Et c'est ce que propose de nous apporter Loom via l'API des continuations. Donc vous allez pouvoir créer un objet continuation, lui fournir un runnable, et dans ce runnable, insérer des instructions qui vont permettre de retourner, de renvoyer le contrôle au code qui vous a appelé. Donc par exemple, si j'ai un code appelant qui appelle la méthode run sur ma continuation, je vais exécuter toutes les instructions qui sont dedans, et éventuellement rencontrer une instruction de yield, qui va être l'équivalent d'un return, qui va retransférer le contrôle au code appelant, sauf qu'en background, le runtime va s'occuper de sauvegarder la pile d'appels de ma continuation. Donc dans le cas d'un runnable, si j'ai exécuté par exemple un return dans mon runnable, je renverrai effectivement le contrôle au code qui m'a appelé, mais je perdrai ma file d'appel puisqu'elle sera garbage collectée. Là, le runtime va s'occuper de le conserver pour moi, et lorsque un autre morceau de code va vouloir réappeler la méthode run, au lieu de réexécuter le runnable qui est encapsulé dans ma continuation depuis le début, eh bien, le runtime va se charger de restaurer son état et de me faire redémarrer au niveau du dernier point de yield. Et donc je vais pouvoir continuer à enchaîner les instructions suivantes, soit jusqu'à ce que je rencontre un yield, ou jusqu'à ce que la continuation se termine et que je fasse un return implicite. Donc les continuations,
Dans l'API de Loom, vous n'êtes pas supposé les utiliser directement. On ne va pas vous demander, a priori, sauf si vous voulez implémenter des mécanismes de lock un peu particuliers, d'utiliser cette API-là, elle est assez bas niveau. Mais vous allez plutôt manipuler ce qu'on appelle des fibres. Donc les fibres, c'est un synonyme pour thread léger ou pour user thread. Et ça va être en fait la combinaison dans Loom d'une continuation et d'un scheduler. Donc ce scheduler, il va fonctionner comme les autres, à savoir qu'il va encapsuler un thread pool. Et chacun de ces threads va exécuter une boucle dans laquelle il va exécuter les runables que vous lui fournissez les uns après les autres. Sauf que ces runables vont être encapsulés dans des continuations. Donc avec un petit peu de support du runtime et la possibilité, du coup, lorsque le code exécute une opération d'IO non bloquante, de yielder la continuation et d'enregistrer en tant que callback le fait de redémarrer la continuation, et bien vous, au niveau de votre code métier, vous allez pouvoir avoir une API qui est complètement synchrone, en fait. Si vous avez une bonne mémoire visuelle, vous allez voir qu'en fait cet exemple-là, quand je l'ai implémenté, c'est du copier-coller de mon exemple synchrone qui était bloquant avec des performances terribles. Sauf que là, en fait, ça tourne au sein d'une fibre et je bénéficie des performances du pattern d'event loop et je bloque pas mes threads. Excusez-moi. Donc le projet Loom de l'OpenJDK aujourd'hui, il est au stade de prototype. Donc si vous voulez commencer à expérimenter avec, vous pouvez forker le repo et la branche Loom, comme moi je l'ai fait, et commencer à manipuler les API de continuation et les fibres via le scheduler. Vous allez pouvoir expérimenter un petit peu sur quels sont les paquets qui ont été rendus compatibles avec les fibres, notamment les paquets java.net, java.nio et puis Java Util Concurrent. Et si vous voulez rentrer un petit peu plus dans le détail, je vous conseille très fortement ce repo sur GitHub de Rémi Forax qui s'appelle Loom Fibers, où il a énormément joué avec les continuations, il a réimplémenté pas mal de locks, des schedulers, il a réimplémenté un modèle acteur, donc c'est vraiment intéressant à creuser. Mais ce qui vous intéresse le plus, ça va être qu'est-ce que ça va vous apporter à vous, l'arrivée de Loom sur le JDK. Je vous conseille très très fortement d'aller regarder cette librairie qui s'appelle Quasar. Donc Quasar, c'est une librairie qui implémente les fibres sur la JVM, pour le langage Java, qui existe depuis 2013. Et au-dessus de ces fibres, ils ont implémenté tout un tas de patterns, notamment le CSP, donc vous allez avoir accès à des channels ou un modèle acteur. Nous, c'est une librairie qu'on utilise en production aujourd'hui dans notre appli. Et pour l'anecdote, l'un des core développeurs du projet Quasar est aujourd'hui le lead développeur du projet Loom. Donc vous allez, si vous regardez un petit peu les deux en parallèle, clairement voir les influences et pouvoir vous rendre compte un petit peu de ce qui va arriver sur la JVM lorsque Loom sortira. Et si vous êtes un fan de Kotlin et que vous n'avez pas encore commencé à expérimenter les coroutines, je vous conseille de le faire parce que le concept est exactement le même, sauf que dans Kotlin, les coroutines les continuations sont implémentées à la compilation, alors que dans Loom, il y aura un support de la JVM. Un petit mot sur le projet Loom en tant que tel. Les continuations et les fibres, c'était les deux premières parties du projet. Le troisième volet, c'était l'implémentation de la tail call optimization. C'est un chantier qui n'a pas encore commencé, donc je ne vais pas pouvoir vous en parler. En revanche, depuis quelques mois, il s'intéresse à un nouveau modèle qui s'appelle la concurrence structurée. Et juste pour vous donner de quoi faire des recherches après cette présentation, la concurrence structurée, ça va être grosso modo le fait d'encapsuler un certain nombre d'opérations concurrentes au sein d'un scope. Donc, de la même façon qu'on aime avoir nos structures de contrôle if, while, for, try, catch, etc. pour nos opérations, nos instructions classiques, on va avoir du scoping de nos variables, etc. L'intérêt de la concurrence structurée, c'est qu'on va pouvoir regrouper tout un tas d'appels concurrents au sein d'un scope et d'avoir la possibilité d'annuler toutes les opérations qui ont été démarrées au sein de ce scope lorsque une des opérations échoue, ou alors d'annuler le scope et de laisser du coup le JDK annuler toutes les opérations concurrentes qui ont été démarrées à l'intérieur. Je vous encourage à aller regarder plus en détail le projet Loom et Quasar, et en particulier les continuations. Si vous avez trouvé ça un petit peu alien la façon dont je vous les ai présentés, c'est vraiment un concept qui est fascinant. Et si vous avez des retours, je suis dispo après dans les couloirs, et sinon les réseaux sociaux ça marche bien. Merci.